Comment s'organise en France, en Europe et au niveau mondial cette lutte contre la pédocriminalité? On a un rapport instructif qui nous éclaire sur ce qui est fait par la police en Europe à la suite de signalements envoyés par les États-Unis. Ça, c'est le point de départ qui nous a fait penser à ce sujet aujourd'hui. On va aller un petit peu plus loin sur cette question avec mes deux invités. Jean-Christophe Le Toquin, président de l'association Point de Contact. Rebonjour Jean-Christophe. Point de Contact, donc mise à disposition des internautes d'un outil de signalement, un formulaire de signalement anonyme, on précise, de contenu portant atteinte aux règles, on va dire, oui, et très et à la loi. Aussi, il y a beaucoup, un phénomène qui malheureusement se développe, c'est les contenus intimes qui sont dévoilés sans autorisation par votre partenaire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui touche les gens directement. Ça touche les adultes, les adolescents. Aux États-Unis, ça commence à toucher les enfants de 7 à 10 ans qui se partagent des nudes, comme ils disent, des photos de nus, en fait, plus ou moins intégrales. Hein. Et donc ça aussi, on s'est traité par notre hotline. Donc vous pouvez le signaler par là, vous envoyez la photo, partagez, et nous, on s'occupe de la faire retirer dans la mesure du possible. Mais c'est un premier pas nécessaire, et ce sont des mécanismes de signalement qui vont beaucoup se développer avec l'ampleur du phénomène lui-même. Et c'est une association française, mais vous êtes intégré dans un réseau beaucoup plus vaste. Hein. Alors tout à fait, on fait partie d'un réseau de 50 hotlines, donc sites internet qui eux-mêmes collectent les signalements pour faire retirer les contenus. Et d'ailleurs, notre association est présidente de ce réseau international. INOP. INOP, oui. En face de vous, Véronique Béchu, commandante de police, travaillant donc depuis 20 ans dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Véronique Béchu, vous êtes actuellement la chef du groupe central des mineurs victimes de la direction centrale de la police judiciaire. Donc c'est une unité qui est spécialisée vraiment dans la traque des pédocriminels en ligne. Vous dites sur le ClearNet comme le Darknet, sur l'Internet qu'on connaît tous, mais aussi sur le Darknet, et également dans la traque des pédocriminels itinérants se déplaçant à l'étranger pour abuser sexuellement d'enfants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. Bon, on a aussi avec nous autour de la table Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint, qui nous a présenté son institut tout à l'heure. Vous pouvez évidemment participer au débat, enfin en tout cas poser des questions à nos deux experts. D'abord, le constat, c'est ces signalements pour pédocriminalité qui explosent. On parle de plus de 6000% ces 10 dernières années dans l'Union européenne. En 2021, dans le monde, 85 millions de vidéos, photos impliquant des abus sexuels sur mineurs ont été signalées. Donc beaucoup de signalements. Comment est-ce qu'on explique qu'on n'arrive pas justement à juguler ce phénomène, puisqu'on en a connaissance? Qui veut commencer? Jean-Christophe. Non, c'est un phénomène qui est connu depuis 25 ans, hein, qui a toujours été, je dirais, au-delà des capacités de réponse des acteurs, hein, des autorités, de l'industrie. De manière générale, les contenus, je dirais, illicites sont quand même très compliqués à gérer à grande échelle. Et malheureusement, il y a un intérêt fort de nos concitoyens, en France et international, hein, pour partager des contenus d'images d'abus sexuels d'enfants. C'est ça dont on parle. Hein. Et donc là, oui, j'avais noté la France, 3e pays au monde hébergeur de contenu pédocriminel. Hein. Oui, tout à fait. On est, alors c'est lié aussi à la taille de l'infrastructure cloud. C'est-à-dire qu'on a de gros acteurs du cloud qui sont donc des professionnels de grande qualité qui ont des offres compétitives. Et donc les criminels ont tendance à aller là où c'est moins cher, là où la bande passante est accessible à bon prix. C'est le cas de la France. Donc il y a un effet naturel, je dirais, d'attraction de ce type de contenu. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène des criminels où des gens, je dirais, publient, partagent des images sur des sites qu'ils organisent eux-mêmes. Là, on est la France, effectivement, 3e mondiale en raison de la taille de son infrastructure technique. Si on était encore plus gros, on serait 2e. Il y a ensuite un autre phénomène qui touche à gérer aux citoyens. Ça, c'est un phénomène qui est nouveau, sur lequel travaille Madame Béchu, qui est la question des utilisateurs lambda, vous et nous, qui partagent sur les réseaux sociaux, pas forcément publiquement, hein, ça peut être via les systèmes de messagerie, partagent avec leur entourage des photos d'abus sexuels d'enfants. Donc il y a de plus en plus de volume, en fait, voilà. hein, de contenu Ça, disponible, mais on a aussi de plus en plus d'outils de repérage automatique, la détection automatique de photos de nus. On voit, enfin on en parle même souvent, parfois il y a des faux positifs, donc on n'a jamais été aussi bien doté technologiquement, j'allais dire, pour pouvoir stopper ces contenus.
rapidement? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà le partage par les pédocriminels. Ça, c'est une chose. Mais il y a surtout, actuellement, le phénomène des enfants qui partagent sans aucune contrainte des photos d'eux nus. Et le premier message qu'il faudrait faire passer, en fait, c'est un message de prévention, c'est-à-dire et d'éducation auprès des parents sur l'utilisation de l'outil numérique par les enfants. En fait, 50% des images ou des vidéos pédocriminelles qui circulent actuellement au sein de la communauté pédocriminelle sont des images autoproduites par les enfants et parfois en bas âge, sans aucune contrainte en fait. Et c'est ça la problématique. Il y aurait un nombre très important de contenus pédocriminels qui n'existeraient pas et qui ne seraient pas partagés si chacun jouait son rôle de prévention. Donc les parents, l'éducation nationale. Et c'est pour ça qu'on prône une campagne nationale de prévention permettant à tous qu'il y ait une conscience collective du phénomène, qu'on n'utilise pas son image. Mais ça reste sur la question de l'explication du volume. Moi, sur ma question technologique, aujourd'hui, on a des outils qui barrent à l'entrée les contenus choquants, les contenus violents, les nus. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on en voit autant qu'on laisse filtrer sur les réseaux? Alors, il y a des obligations légales de détection, de signalement, de suppression. Après, tout le monde ne joue pas le jeu. Donc, il va falloir un petit peu serrer la vis. Par exemple, qui ne joue pas le jeu? Il y a beaucoup de contenus qui sont laissés en libre circulation. La problématique aussi, c'est que vous avez le darknet. Donc, à partir du moment où l'image est stockée quelque part et qu'elle n'est inaccessible, de toute façon, elle sera repartagée. Vous pouvez bloquer, supprimer un site. Quelques heures après, il est de nouveau actif sous une autre URL. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Alors, il y a aussi des parents qui demandent le blocage de Twitter pour les mineurs. Est-ce que ça se passe aussi par des réseaux plutôt d'information, j'allais dire, comme Twitter aujourd'hui? Ces contenus pédocriminels, on les trouve comme ça sur Twitter? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on les trouve partout, sur tous support. Et en fait, les pédocriminels vont là où il y a les enfants. Donc actuellement, on a des dossiers avec des jeux en ligne. On a des dossiers dans le métaverse. Vraiment, tout type de support est utile à la communauté pédocriminelle. Les sites de chat en ligne, il y en a partout. Après, il faut vraiment travailler au niveau prévention. Je pense que c'est la meilleure solution, en tout cas pour éradiquer à minima le phénomène et que le montant d'images et de contenu ne soit pas aussi important pour qu'on puisse exponentiel finalement. Voilà, qu'on puisse focaliser exactement sur les contenus produits par les pédocriminels, qui sont les contenus les plus durs. Alors, je voulais qu'on diffuse une campagne de sensibilisation au risque d'exposer des photos de ses propres enfants sur les réseaux sociaux. C'est une campagne qui a été lancée par l'association Caméléon. Elle s'appelle #LePartage. Je vous propose qu'on la découvre. À seulement 7 ans, Lilou a été partagée des centaines de fois avec des prédateurs sexuels par ses propres parents. Leurs amis ont laissé faire. Certains leur ont même fait savoir qu'ils aimaient. Tous l'ont partagée. Et ils en sont fiers. Parce que partager ce que l'on a de plus cher est un geste tout à fait normal. Allez ma puce, souris. Cheese. Partager des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux, c'est prendre le risque de les partager avec 750 000 prédateurs sexuels dans le monde. Soyons vigilants. Protégeons-les. Là, je vous entends beaucoup réagir sur cette vidéo qui est violente, parce que les parents, quand ils diffusent des photos anodines ou des vidéos anodines de leurs enfants, ne peuvent pas imaginer quelle en sera l'exploitation. Est-ce que vous disiez 50% aujourd'hui, c'est ça? 50% du matériel pédocriminel aujourd'hui vient d'images produites par des parents, par des enfants eux-mêmes, par les ados? Oui, tout à fait. C'est remonter des sociétés de l'Internet dans leur modération, leur veille.
on s'aperçoit qu'effectivement, quand on analyse les images et les vidéos, qu'il n'y a aucune contrainte. Ce sont des images et des vidéos qui ne sont pas exigées par un interlocuteur de l'autre côté de l'écran. Et c'est en ça que c'est particulièrement compliqué. On peut, voilà, les photos ou les vidéos qu'on pouvait prendre auparavant de nos enfants dans le bain et qui avant n'étaient jamais diffusées, qui maintenant se retrouvent sur les réseaux sociaux, sont utilisées par la communauté pédocriminelle. Alors, les signalements, c'est pareil, j'imagine, s'envolent. Ce qui est intéressant dans le rapport que je signalais au début du talk, c'est de voir quelle est la capacité ensuite de traiter ces signalements. On a été effectivement un peu débordé par le succès d'une mesure qui a été prise aux États-Unis il y a quelques années et qui va être normalement transposée en Europe dans les années qui viennent. On est vraiment à un tournant en termes de législation et de la gestion de ces questions-là. Et donc aujourd'hui aux États-Unis, les grandes plateformes qu'on connaît tous envoient à notre homologue américain 29 millions de signalements. Alors c'est pas 29 millions de personnes qui sont impliquées dans des partages d'informations, mais en tout cas, ils reçoivent 29 millions en une année de signalements de contenus, d'images tels qu'on vient de les décrire, qui sont ensuite redistribués dans les pays, et notamment dans notre homologue qui est une autorité aussi. Pour la France, par exemple, envoie les signalements correspondants à la France. Aux Pays-Bas, ce que le rapport Aviator auquel vous faites référence annonce, c'est que c'était 15 000 signalements en Belgique, 50 000 signalements aux Pays-Bas. Et vous imaginez bien que les équipes sont des équipes qui sont toujours petites. On est sur un phénomène quand même très spécialisé. Aller gérer 50 000 signalements à la main, c'est pas possible. Et en fait, donc là aujourd'hui, on est face, et les autorités, et je pense que Mme Béchu peut en parler mieux que moi, les autorités font face à un défi qu'elles reçoivent des volumes d'informations sur des trafics d'images pédocriminelles qui sont largement supérieurs à leur capacité, sauf à avoir des outils de priorisation, donc des services pour la police qui les aident à se prioriser. Ce projet Aviator vise justement à équiper les services de police européens de ce type d'outils. Et donc là, on voit que voilà, ça y est, la réponse s'organise et qu'on commence. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'outils automatisés pour le traitement de ces contenus. Alors, il y a des briques d'outils qui arrivent. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais elles sont en cours de déploiement, même encore au sein de l'industrie. Ensuite, à supposer qu'on arrive à détecter les contenus. Ensuite, on trouve des auteurs, ou en tout cas des comptes utilisés pour faire ça. Et là, on passe à l'enquête judiciaire. Et là, il faut d'autres outils. C'est le projet Aviator là, qui y travaille pour que les polices elles-mêmes arrivent à analyser le flux de signalements qu'elles reçoivent, de cas, pour ensuite les traiter. Et le signalement arrive juste sur le contenu. Il n'y a pas plus d'indications qui viennent des États-Unis. Vous avez, si vous avez le compte, vous avez parfois, ça dépend des plateformes et de ce qu'elles envoient. C'est assez large, c'est pas homogène. Donc ça peut être parfois des informations juste purement techniques, en disant voilà, on a trouvé une image, mais elle n'est pas forcément communiquée. Parfois, elle est communiquée. Et là, là, on arrive dans le terrain de Madame Béchu. Et donc effectivement, les polices reçoivent des dossiers extrêmement nombreux, de formats hétérogènes très, très différents selon l'origine du signalement. Et donc, c'est quand même dantesque à gérer sur le plan pratique. Dantesque, et au groupe central des mineurs victimes, c'est 17 enquêteurs. Alors, nous sommes 17 actuellement, oui, 14 policiers et 3 gendarmes. Nous recevons un monceau de signalements. Alors, il y a déjà toutes les vidéos virales, qu'on appelle les vidéos virales. Et ça nous occupe beaucoup et c'est vraiment dommage parce qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, focaliser sur d'autres choses. Ce sont les vidéos qui sont donc des contenus pédocriminels et que les personnes bien intentionnées envoient à leur contact en disant « c'est horrible, regarde ce que j'ai reçu sur mon compte ». Ah oui. Il ne faut surtout pas partager, d'une part parce que c'est une infraction, et même si c'est une bonne intention, et d'autre part parce que ça alimente en fait à la fois la circulation du contenu, mais également les signalements. On reçoit 60% des signalements sont du contenu viral. Donc c'est des vidéos. C'est-à-dire sur un même contenu finalement. Mais bien sûr, et des vidéos qui sont connues depuis longtemps. Très souvent, les victimes sont déjà identifiées, les auteurs identifiés. Donc c'est une perte de temps pour les enquêteurs. Donc, quand on reçoit ce type de contenu sur ses réseaux sociaux, sur ses comptes, on va soit au commissariat le signaler, soit on fait un signalement à Pharos,
qui est la plateforme de signalement. Alors, on peut aussi passer par point de contact. par point de contact, mais il y a aussi la plateforme du ministère de l'Intérieur, plateforme de signalement des contenus pédocriminels, Pharos. Et donc on stoppe la chaîne, en fait. Voilà, on a eu une très, très forte augmentation de circulation des contenus pédocriminels avec le Covid. Au moment du Covid, évidemment, les pédocriminels enfermés chez eux ont fait circuler ces contenus. Les enfants, très souvent livrés à eux-mêmes avec un écran, ont posté du contenu, des nudes, qui ont été récupérés par la communauté pédocriminelle. Donc oui, il y a eu une explosion post-Covid qui a été notée par tous les États d'Europe et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un rapport publié par Europol. Et alors, si je reprends le titre que j'ai choisi pour ce talk, c'est les renforts, de quoi on a besoin. Donc, on voit bien qu'on a besoin d'outils, de priorisation. J'imagine qu'on a besoin de bras, enfin de cerveau en tout cas, pour traiter aussi tous ces signalements et tous ces contenus. On a besoin de quoi? C'est du budget aussi, j'imagine? Alors, c'est un tout, évidemment. Déjà, les ressources humaines, ce serait évidemment une bonne chose, mais ce n'est pas tout. On a déjà été augmenté dernièrement en termes d'effectifs. On a besoin d'outils de priorisation, de triage performant. Donc, il y a évidemment le projet Aviator dont M. Le Toquin a parlé. Ça fait un sujet, ça, pour un nouveau centre de recherche dédié, appliqué à une problématique de société forte. Absolument. Il y a le ministère de l'Intérieur est impliqué aussi dans un projet européen qui s'appelle GRACE, qui est un outil de priorisation également des signalements de contenus pédocriminels. Donc, ça phosphore. Est-ce qu'on manque d'un arsenal juridique aussi? Est-ce qu'on manque de lois ou de priorisation, là aussi, judiciaire? Alors là, le projet est lancé. Il y a deux grandes réglementations européennes qui arrivent. L'une qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, qui vise à réguler les plateformes. Donc ça sera la régulation de tout type de contenus illégaux et ça sera sous la houlette de l'ARCOM, le régulateur. Mais ça ne va pas jusqu'aux hébergeurs des contenus? Ça va jusqu'aux hébergeurs des contenus, Si, bien sûr. de toute taille. Donc là, vraiment une régulation très complète, Okay. très contraignante. Donc ça, c'est en cours. Après, les arbitrages l'acte est déjà acté. Maintenant, il faut l'implémenter. Et ça ne va pas non plus être simple. Et pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la pédocriminalité, il y a une autre proposition là qui vient d'être annoncée au mois de mai, portée par la commissaire Johansson, qui est le commissaire Affaires intérieures, qui a un document, un projet très ambitieux de créer un centre européen de lutte contre les contenus criminels contre les enfants. D'ailleurs, c'est pas lié que à l'Internet, c'est la protection des enfants en général. Et il y a un volet très, très, très fort sur la régulation des plateformes qui aurait une obligation de contrôle, de surveillance et de signalement. Ce qui va politiquement dans le bon sens. On a besoin d'avoir un geste fort politique et il est là. Après, l'implémentation opérationnelle va être un peu délicate parce que plus on pousse les plateformes à déployer des outils de détection automatique et plus on entre dans une sphère où là, jusqu'où faut-il aller en termes de détection des communications particulière et là, plus on analyse personnellement et plus on remonte ou on va regarder des choses qui n'ont pas de rapport avec la pédocriminalité et donc c'est des questions de liberté publique très fortes. C'est des questions d'ailleurs que je voulais vous poser. On a des polémiques aujourd'hui sur Google justement qui met en place de la détection automatique et qui crée ainsi de nombreux faux positifs. Ça pose des questions aussi de liberté de communication, de vie privée, de surveillance des contenus qu'on partage. On a vu Apple reculer alors qu'il avait annoncé qu'il allait lutter contre des contenus pédocriminels. Mais comment? En allant regarder ce que ses utilisateurs échangeaient. Ça, c'est un vrai frein juridique. Alors effectivement, on participe au niveau du ministère de l'Intérieur aux négociations de ce futur règlement européen. C'est des discussions âpres et notamment jusqu'où peut-on aller pour aller détecter ces contenus. Alors évidemment, dans la balance, il y a la protection de l'enfance qui est quand même devenue une priorité numéro 1 pour la commissaire européenne. Les dernières conclusions du 48e sommet du G7 en fait également une priorité absolue, cette protection de l'enfance et la lutte contre les contenus pédocriminels.
mais revient toujours dans la discussion cette problématique du chiffrement, de la protection des données personnelles, etc. Donc les débats sont hard. Compliqué de trouver un équilibre. Après, oui, après, il faut voir quels outils on déploie et par rapport à l'impact que ça a. Typiquement, tant qu'on regarde, si on cherche à détecter et retirer les contenus déjà analysés par la police, par des agents officiels, et qu'on vise à les retirer, les technologies sont assez, je dirais pas rudimentaires, mais elles sont très connues, très stables, elles ne posent pas de problème philosophique d'aucune sorte. Après, la question se dit, bon, maintenant, je veux détecter proactivement les nouvelles images qui n'ont jamais été vues, et je veux catégoriser, voilà, donc on n'est pas catégoriser. certaine que ce soit du contenu pédocriminel. Donc Et j'ai envie de vous demander, a-t-on besoin de davantage de signalements alors qu'on est déjà submergé par tous ces signalements? Alors c'est la problématique, mais on ne peut pas non plus ne rien faire. Et on sait qu'il y a du contenu, on sait qu'il y a un chiffre noir dans les contenus puisqu'on n'est pas encore en mesure de tout détecter. Il faut le détecter. À charge pour les autorités de s'adapter en conséquence. Sur la coordination, aujourd'hui, ça fonctionne bien au niveau international? Alors, ça fonctionne, je dirais, de mieux en mieux. Si on regarde la France, nous, au sein de Point de Contact, on est vraiment un modèle pluri-acteur. C'est-à-dire qu'on réunit les autorités, on a une très forte collaboration avec le ministère de l'Intérieur, avec les grandes plateformes, avec des PME de technologie. Donc là, on a un bon mélange qui est en train de se passer. On développe ce modèle au niveau international avec donc, cette association, cette fédération INOP. Après, il y a... voilà, sur le nouveau projet de réglementation porté par la commissaire Johansson, là, on retournerait sur un modèle plus classique d'autorité qui régulerait les plateformes et on perdrait totalement ce côté plus réacteur qu'on a en France. Et donc là, on a, nous, pour notre part, un peu des réserves, non pas sur l'objectif politique, mais sur la méthode employée. Et là, bon, parfois, je dirais, c'est le sens de l'histoire, il y a des innovations, des retours en arrière. Donc là, il y a un autre point de vigilance. Voilà. Bon, on a dépassé le temps imparti, je suis désolée. Merci beaucoup Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact, Véronique Béchu du groupe central des mineurs victimes à la direction centrale de la police judiciaire et Muriel Toiti qui était avec nous aussi de OnePoint. Juste après la pause, on part un peu s'oxygéner dans la nature. On va parler d'une version tech du paresseux.